Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job. Vous l'avez vu à travers cette petite animation pour démarrer notre émission. C'est une spéciale élection américaine. Vous retrouverez nos rubriques habituelles, mais on va bien sûr parler de cette élection incertaine au moment où je vous parle. On y reviendra dans le cercle RH avec nos invités pour s'intéresser justement aux expatriés. Il y a nos rubriques habituelles. En première ligne, bien entendu, onboarding, offboarding, comment accompagner les entreprises alors que le marché du travail est en pleine mutation. On recevrait justement une start-up qui développe un nouveau concept. Working Progress, salariés, mais aussi pour beaucoup d'entre vous, parents. Comment concilier la vie familiale et la vie professionnelle? On en parlera avec les invités de Welcome to the Jungle, les invités de Mathieu Amaré. Puis je vous le disais, dans ce cercle RH spécial élection américaine, on va revenir sur le regard des chefs d'entreprise, des dirigeants, des expatriés. Comment regardent-ils cette élection? Est-ce que Donald Trump leur fait peur? On y reviendra dans quelques instants. Et puis enfin, dans Fenêtre sur l'emploi, le recrutement à distance, obligation du Covid, Covid-1, Covid-2. Et les recruteurs recrutent en visio, c'est plus compliqué, on fera le point à la fin de notre émission. D'abord, on commence tout de suite par notre rubrique en première ligne, on reste en France, on va parler avec le dirigeant d'une start-up. En première ligne, chef d'entreprise, DRH, dirigeants, créateurs d'entreprises qui traversent bien évidemment cette crise Covid avec une certaine inquiétude, il faut le dire. Avec moi, Alexandre Grenier. Bonjour Alexandre. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Workelo, qui est une société qui a été créée il y a 3 ans. On a beaucoup parlé de cette question, l'onboarding, l'offboarding, l'intégration d'un collaborateur, mais aussi le moment de son départ, il faut l'accompagner. Vous avez développé une solution innovante. Alors, on va revenir évidemment sur le travail que vous menez. Il y a une actualité pour vous, Workelo. Vous êtes en train de vous développer, vous avez acheté Ubique. Pourquoi ce choix et qu'est-ce que va faire Ubique en plus de ce que propose Workelo? Exactement, donc nous, Workelo, on est historiquement sur le sujet de l'onboarding et de l'offboarding des collaborateurs. Et donc grâce à ce rachat que nous avons opéré l'été dernier, nous allons pouvoir rajouter une nouvelle offre à notre solution de onboarding, puisque Ubique historiquement était très concentré sur l'onboarding des contrats courts que nous ne traitions pas du tout côté Workelo. Et étant donné qu'en ce moment la tendance est plutôt vers ce type de contrat sur le marché du travail, on a souhaité justement intégrer cette nouvelle offre dans Workelo pour pouvoir répondre aux enjeux du marché qui plutôt aujourd'hui recrutent des contrats courts, CDD courts, des intérimaires, des freelances. Et donc l'ajout de cette fonctionnalité dans Workelo a tout son sens pour couvrir vraiment 100% du parcours collaborateur. Donc Workelo, c'est quoi? C'est une solution, c'est une plateforme que vous mettez, que vous vendez bien entendu aux DRH, aux entreprises. Vous leur dites quoi? On va faciliter le processus d'onboarding, d'intégration? En fait, nous, Workelo, on se positionne comme un outil qui va faciliter toutes les mobilités des collaborateurs dans l'entreprise. Donc de l'arrivée, mobilité interne et également le départ. Donc on va traiter chacun des mouvements des collaborateurs et on va proposer en fait une expérience digitale complète et on va pour vraiment proposer une nouvelle expérience aux collaborateurs et accompagner les RH et les managers dans toutes les tâches qu'ils ont à réaliser au quotidien sur tous ces aspects. Dès lors que le DRH a dit on vous intègre, Workelo intervient. Vous arrivez à cet instant. Workelo intervient, on prend la suite en fait de l'outil de recrutement et ensuite on va intégrer le collaborateur dans l'entreprise avant même qu'il y soit, donc à travers des informations qu'on envoie. Oui, en général, il faut quand même le préciser, il y a parfois un temps de latence, il y a un délai pour quitter son entreprise, il y a un moment où pendant 1 mois, 2 mois parfois, on est coupé de l'entreprise dans laquelle on va rentrer et vous êtes là pour faire le joint. Pour faire le lien avec les collaborateurs. Et donc nous, on propose notre solution, mais aussi un accompagnement d'experts. Et donc c'est aussi pour ça que Ubique nous rejoint, parce qu'ils ont montré un outil, mais aussi ils ont une équipe d'experts. Et donc nous aussi, on est en pleine croissance. Donc notre objectif, c'est d'acquérir des collaborateurs qui soient aussi dans cette dynamique-là. Et donc on intègre non seulement un outil, des clients aussi de leur côté, mais aussi une équipe qui viennent rejoindre l'équipe Workelo. Mais est-ce que vous faites partie de ceux, puisque notre rubrique s'appelle En première ligne, où vous dites, nous, de ce Covid, on va en tirer une opportunité? Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce premier confinement, tout le monde a pensé que tout allait repartir comme avant. On s'aperçoit probablement que plus rien ne sera comme avant. Est-ce que pour vous, c'est une opportunité, ce Covid? Alors, nous, pour le dire en termes business, parce que c'est évidemment un problème de santé publique. Nous hormis évidemment tous les aspects santé publique, etc., c'est vrai qu'on a plutôt été moteur du coup, et en développement sur cette période. On a fait x2 sur notre chiffre d'affaires entre avant le confinement et maintenant. La demande est forte. Voilà, la demande d'intégration des collaborateurs à distance, c'est un vrai sujet
parce que les entreprises, elles continuent d'accueillir des collaborateurs, même si elles ont certaines mis en pause des recrutements, elles ont quand même besoin de gérer ces mobilités, de gérer aussi ces départs. Et donc, c'est vrai qu'on s'intègre parfaitement dans la demande actuelle des entreprises aujourd'hui. Les contrats courts, vous l'évoquiez, ça c'est le rachat d'Ubique. Oui. C'est la tendance, là, parce que c'est intéressant de savoir si les chefs d'entreprise commencent à s'orienter sur du contrat court, parce qu'il y a une grande incertitude. C'est ce que vous ressentez? Il y avait déjà une tendance de fond vers justement beaucoup plus de contrats freelance notamment. Donc là, il y avait une vraie tendance de fond qui avait été... Ça aussi, vous les gérez? Exactement, qui avait commencé avant la période de Covid. Et là, en fait, on se rend compte que des collaborateurs pensent de plus en plus à ce format aussi de travail. Du coup, ça va être une vraie tendance aussi à l'avenir. Et puis après, les entreprises, aujourd'hui, elles s'orientent vers des contrats courts, donc type CDD et intérimaire, pour répondre aux besoins actuels. Et donc, c'est vrai, une offre comme la nôtre aujourd'hui permet justement de créer des parcours d'intégration très facilement, très simplement, et pour répondre justement aux enjeux des intégrations, parce que ces personnes-là, même s'ils ont des contrats courts, ont besoin de découvrir l'entreprise, de se former aux outils, découvrir les collègues, découvrir la culture de l'entreprise. Comment on fait d'ailleurs là en ce moment en période de confinement? Vous faites des visios, vous faites des réunions collectives? Comment ça se passe là concrètement? Qu'est-ce que vous leur proposez comme outil pour découvrir les collègues quand on ne peut plus aller prendre un café? Oui, en effet, alors, on pousse justement à des rendez-vous fixes du coup pour faire en sorte que les collaborateurs en arrivée justement puissent aussi rencontrer des collègues. Donc on ouvre le visio, bonjour c'est Gilles, je vais arriver dans 15 jours. Voilà, on facilite justement ces mises en relation entre les différents collaborateurs. On a le principe de parrain par exemple pour faire en sorte de faire en sorte que le collaborateur il puisse discuter avec une personne fixe dans l'entreprise. Et donc on permet aussi vraiment de pousser tous les messages nécessaires qu'on pousse en général à l'oral quand on est dans l'entreprise en physique. Là, on va le faire, mais de façon aussi digitale. Donc là, vous le faites en ce moment, hein, très concrètement. Exactement. L'offboarding, c'est le moment où on va quitter l'entreprise. C'est un moment parfois un peu délicat. Hors conflit, d'ailleurs, c'est toujours un peu difficile. On est triste. Là, c'est la même chose. On l'avait vu d'ailleurs avec Mathieu. Pas d'espace de convivialité quand on quitte l'entreprise. Pas de moment où on peut se dire au revoir. Là aussi, c'est un peu compliqué. Là aussi, vous prenez en charge cette question-là? Oui, en effet. Alors, du coup, il y a différentes choses. Parce que c'est vrai que les collaborateurs, même les managers, par exemple, ont du mal aussi à identifier un petit peu cette période, comment réagir, etc. Donc là, à travers notre outil, nous, on va faire en sorte de les guider justement sur les choses à mettre en place aussi. Donc on va servir aussi d'accompagnement sur les équipes opérationnelles pour faire en sorte d'accompagner des collaborateurs qui sont au départ de l'entreprise. Puis après, opérationnellement aussi, on va faire en sorte de lister toutes les étapes pour faire en sorte que le départ du collaborateur soit bien suivi et bien réalisé. Puis après, il y a toutes des notions aussi de feedback à transmettre, puisque le collaborateur qui est au départ, il souhaite aussi transmettre des choses. C'est ça, c'est très important. À sa future recrue, par exemple, ou même à son manager ou autre. Et donc, nous, on va vraiment s'intégrer dans tout ça. Et dernière fonctionnalité, c'est la communauté d'alumni, puisqu'en fait, on souhaite aussi... Les anciens élèves. Voilà, les anciens de l'entreprise. Les anciens de l'entreprise. Exactement. D'accord, pour créer un réseau. Tiens, je suis passé par Workello, c'était génial. Voilà. C'est ça l'idée. Les anciens de l'entreprise. Ou de l'entreprise que vous représentez. Et Workello, ça peut marcher. Tiens, avant de nous quitter, vous avez des visées vers les États-Unis. Vous dites, tiens, moi j'aimerais bien aller aux États-Unis, où vous faites partie où vos clients disent, oh là là, nous on attend les élections. Alors nous, déjà, on couvre les États-Unis à travers nos clients, puisqu'on a des entreprises françaises qui sont déjà basées aux États-Unis. Elles vous disaient quoi? Compliqué? Oui, on a une période un peu d'incertitude, donc on hésite, on regarde ce qui se passe et puis on voit comment ajuster potentiellement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en fonction des différentes réglementations qui vont arriver. Et puis après, sinon, oui, évidemment, les États-Unis restent un marché qui est important sur le marché RH. Faut pas le manquer. Donc voilà, c'est un marché qu'on regarde avec attention aussi. Merci Alexandre Grenier, CEO de Workello. Et puis cette actualité qui est importante, c'est Ubique pour aller travailler et élargir votre offre à travers des contrats courts. Merci d'être venu sur notre plateau et puis bon vent pour la suite de vos activités. La suite de nos programmes, vous la connaissez, c'est Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. Mathieu Amaré est avec moi. Vie familiale, vie professionnelle, c'est souvent un peu compliqué, on en parle avec lui. Working Progress et les invités de Welcome to the Jungle, on va vous les présenter dans quelques instants. Mathieu Amaré est avec moi. Bonjour Mathieu. Bonjour Arnaud. Rédacteur en chef Welcome to the Jungle. Il y a un vrai sujet de préoccupation. Il y a des célibataires bien entendu, mais la plupart des salariés ont des enfants ou même parfois doivent accompagner des parents. C'est compliqué de mêler vie professionnelle et vie familiale. Votre invité justement travaille sur cette question. Exactement, et mon premier invité s'appelle Mathieu Birac. Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur Skype donc, oui, je suis sur Skype, je suis chez moi.
continuer. à distance. Il est chez lui, c'est une information. Vous êtes chez vous, voilà, vous êtes chez vous, c'est une information, effectivement. Vous êtes DRH de Doctolib. Doctolib, Oui, qu'on ne présente quasiment plus, qui est ce service de gestion en ligne pour les, pour les professionnels de santé. On le disait en introduction avec Arnaud, ce sujet-là de la parentalité en entreprise, de l'accompagnement des salariés parents, a été exacerbé par le confinement et le brouillage un peu entre l'équilibre vie pro, vie perso que supposait ce confinement. On a fait une observation aussi, nous, sur le média, à Welcome to Jungle, en essayant d'interroger les parents, c'est que cette parentalité en entreprise, elle est souvent cantonnée aux places en crèche, elle est aussi ou à la garde d'enfants. Vous, chez Doctolib, vous avez mis en place des mesures, des bonnes pratiques qui vont bien au-delà de ça. Ma première question, Mathieu, elle est toute simple. Quelles sont-elles, ces initiatives, justement? Ouais, merci de me recevoir. Effectivement, sujet très important et d'actualité. Nous, en fait, ce sur quoi on a travaillé, c'est prendre le temps d'abord de parler aux gens qui étaient parents chez nous, parler aux futurs parents aussi, pour essayer de construire un accompagnement qui soit un peu qui soit cohérent par rapport aux besoins des gens chez nous. Et donc, en fait, ce qu'on a mis en place concrètement, c'est avant de lancer un programme, avant d'annoncer des mesures, c'était d'écouter déjà les parents, les futurs parents. Et donc, on a créé des focus group avec des gens chez nous, en France et en Allemagne, on a des collaborateurs dans les deux pays, pour comprendre les besoins, les craintes, les angoisses parfois des parents, et essayer de construire un programme autour de ça. Et donc concrètement, on a mis en place le congé second parent. Donc ça, c'est la mesure la plus visible, qui est pour nous pas forcément la plus importante ou la seule à mettre en place, mais donc congé second parent pour 1 mois. On a mis aussi en place le fait qu'il n'y ait pas de conditions d'ancienneté pour bénéficier de ce congé-là. On a mis en place aussi les jours enfants malades. Et après, au-delà de ça, ce qui a été très important pour nous, et c'est ce qui est ressorti un peu des conversations qu'on a eues, c'est l'accompagnement des parents. Donc le premier élément, c'est un accompagnement pour les jeunes parents. C'est vrai que quand on est parent pour la première fois, très compliqué de savoir ce qu'on doit faire, qui on doit contacter, notre entreprise, la sécurité sociale, etc. Et donc on a voulu les aider là-dessus. Qui les dispense, ces formations, ces focus group, qui sont à l'origine de ces mesures? C'est votre service à vous, c'est votre service RH ou c'est au volontariat? C'est notre équipe RH qui a travaillé dessus parce qu'encore une fois, pour nous, c'était très important de le faire à notre façon. On sait qu'il y a plein d'initiatives qui ont été lancées, le Parental Act, etc. Pour nous, ça a été important de commencer par le début et donc de prendre en main ces sujets-là avec l'équipe HR et de parler aux gens pour comprendre leurs besoins. Juste, je me permets Mathieu, la politique familiale que propose la France, le gouvernement, vous allez au-delà, le fameux congé pour le second enfant, ça dit quoi concrètement pour le collaborateur? Ça lui apporte quoi? Alors, effectivement, nous, on veut aller au-delà dans 2 dimensions. La première, c'est mettre en place effectivement ce congé second parent, sans condition d'ancienneté. Donc ça, c'est aligné avec ce que le gouvernement a proposé. Ensuite, pour nous, ce qui était très important, c'est l'accompagnement des jeunes parents et aussi accompagnement des managers. En fait, on s'est rendu compte qu'un des freins et un des éléments qui va générer des tensions potentiellement, c'est le fait que beaucoup de managers ne soient pas armés pour accompagner leurs équipiers dans cet événement personnel qui est hyper important. Et donc, en fait, on a mis en place une formation et un kit pour les managers pour aborder les questions du départ en congé maternité, du départ en congé second parent et aussi surtout du retour. On s'est rendu compte qu'en fait, un des points qui était compliqué pour les gens qui partaient en congé maternité ou congé second parent, c'était la question du retour en entreprise, notamment dans les entreprises comme la nôtre qui grandissent très vite. Très important de mettre en place des moments où en fait on va prendre contact avec les gens qui sont en congé pour préparer leur retour, pour les accompagner, pour leur dire que même s'ils n'ont pas été là pendant 3 mois ou 1 mois ou 6 mois, en fait il y a toujours une place pour eux et on va les accompagner dans ce retour dans l'entreprise. Notamment cette pression que supposent les objectifs s'ils ne sont pas gelés. En fait, quand on est 4 mois en dehors de l'entreprise et qu'on revient avec une pression supplémentaire pour essayer d'épouser ces objectifs qui ont été mis en place. Mathieu, tout à l'heure, vous citiez un exemple intéressant, ce sont ces focus group. Un focus group, donc c'est quelque part pour récolter du feedback. Vous demandez directement donc à vos salariés parents, mais aussi, vous l'avez dit, et c'est très intéressant, aux managers qui ne sont pas eux-mêmes parents et qui pourraient un peu éclairer ce déséquilibre qu'on a quand on a un manager qui n'est pas parent, qui doit accompagner un salarié parent. Quels sont les éléments principaux qui vous ont été remontés? Quelles sont les problématiques directes que vous avez dû solutionner en premier? Oui, alors c'est très intéressant parce que quand on a lancé un questionnaire pour toute l'entreprise en sollicitant les gens qui voulaient travailler spécifiquement sur ce sujet-là. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de parents qui étaient intéressés pour travailler sur ces sujets-là, mais aussi de gens qui n'étaient pas parents,
soit parce que c'était des gens qui réfléchissaient au fait de devenir parents et qui se posaient la question de est-ce que c'est possible d'être parent, papa ou maman, dans une entreprise qui grandit aussi vite que Doctolib, et aussi des managers qui disaient de manière très simple, je sais que dans mes équipes, il va y avoir des gens qui vont être parents, je ne suis pas sûr d'être armé pour répondre à ça, donc est-ce que je peux contribuer, est-ce que je peux contribuer à la discussion? Et donc en fait, de ces discussions-là sont venus, encore une fois, un accompagnement côté manager et côté futurs parents pour les aider, notamment sur, encore une fois, la question du retour à l'activité et aussi la question de l'embauche. Les managers posaient la question sur est-ce que c'est risqué, par exemple, d'embaucher une femme qui est enceinte. Et donc nous, on a pu les accompagner sur ces questions-là, notamment pour ouvrir un petit peu la discussion et pour leur faire comprendre que quand on embauche quelqu'un, c'est pas pour les 6 prochains mois, c'est pour les 6 prochaines années. Et donc en fait, que la personne soit parent dans les prochains mois, ça n'a pas d'impact sur le potentiel de développement de cette personne au sein de notre entreprise. Mathieu, votre politique sociale, on la voit, elle est extrêmement dynamique, elle est positive, mais quand même, à travers ces focus group, vous nous dites qu'il y a des collaborateurs qui s'interrogent sur l'idée de si j'ai un enfant, ça va impacter ma carrière. C'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui des collaborateurs qui ont intégré l'idée que s'ils ont un enfant, ils freinent leur développement de carrière. Enfin, c'est quand même c'est terrible. Ouais. C'est le constat qu'on fait, et c'est vrai que c'est étonnant de le trouver aussi dans une entreprise comme la nôtre qui est dynamique et où la moyenne d'âge est très jeune, mais effectivement, je pense que c'est lié à un discours qu'on entend depuis des années sur la question de la parentalité et qui fait que les gens ont un peu internalisé, un peu intégré cette réflexion-là. Nous, on essaie de complètement retourner ce sujet-là en disant, en fait, quand on est parent, on est obligé d'être plus efficace, on est obligé de bien prioriser notre temps. On a aussi un œil nouveau sur la vie, sur plein de choses. Et ça apporte aussi énormément à une équipe, à une entreprise. Et l'idée, en fait, c'était de retourner ce sujet-là et de dire, en fait, c'est positif d'avoir des gens, d'avoir des jeunes mamans, d'avoir des jeunes papas. Merci Mathieu Birac, DRH Doctolib, très en avance. On vient de l'entendre sur cette politique familiale à l'intérieur de cette entreprise en plein boom. On continue Mathieu, on va voir travailler demain. Ouais. Et votre invité s'intéresse là aussi, dans le prolongement de ce qu'on vient d'entendre, à cette politique familiale plus. C'est tout de suite travailler demain. Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle. Travailler demain, on reste sur l'accompagnement des familles et là on élargit le spectre parce qu'on parlait beaucoup des jeunes parents chez Doctolib et là on va élargir parce que ça peut être aussi l'accompagnement aussi pour des parents. On élargit le spectre pour mettre le doigt sur cet équilibre vie pro vie perso dont on parle beaucoup avec un premier confinement, un second confinement. Donc on l'a évoqué avec Mathieu, DRH de Doctolib, les lignes se brouillent dans ces moments-là. Je suis ravi d'accueillir Magali Siméon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Lily Facilite la vie. Alors vous ambitionnez avec votre solution d'accompagner les salariés de vos entreprises clientes dans leur moment de vie, donc dans leur vie perso aussi. Quelles sont les demandes les plus fréquentes que vous relevez, puisque vous faites des diagnostics directement auprès de ces salariés de ces entreprises-là, quand il s'agit justement de cette grande question qu'on évoquait, de l'équilibre vie pro, vie perso? Alors, sur Lily, tout ce qu'on poste sur Lily, vous le trouvez que sur Lily, et on le fait à la demande de nos membres, qui sont les salariés des entreprises. Et donc, les thématiques que nos membres nous demandent sont autour de la famille, du domicile et de leurs parents qui vieillissent. C'est les 3 thématiques qui génèrent en fait des tracas dans leur quotidien et qui compliquent un peu leur vie. En 2020, on est sur le 2e épisode de confinement. Nous, notre mission, c'est de contribuer à l'équilibre vie privée, vie pro. Et comme vous venez de le dire, tout se brouille. Et donc, ce qu'on constate particulièrement en ce moment dans cette seconde phase de confinement, c'est beaucoup de choses autour du stress. D'accord. Gestion du stress, se libérer télétravail. du stress. Donc, en fait, vous avez le télétravail qui génère des questions d'organisation. C'est un nouvel item, en fait, qui apparaît. Clairement. Télétravail, gestion du stress pour moi, gestion du stress en tant que parent, comment j'accompagne aussi mes enfants. Et donc, en fait, la différence entre le premier confinement et le second, il est autour de cette thématique-là. Le premier confinement, on a eu beaucoup de demandes autour de les devoirs, l'éducation positive, c'est-à-dire, grosso modo, comment je suis en télétravail à la maison avec mes enfants. Et comment je fais l'instit en même temps. Voilà, sans craquer.
Magali, pour mettre les pieds dans le plat direct, est-ce que vous constatez, vous, avec votre solution, Lily Facilite la Vie, puisque vous êtes en direct, vous êtes en première ligne pour justement sur ce sujet-là, un envahissement de la vie privée sur la vie professionnelle? Un envahissement de la vie privée. Ah non, non. C'est l'inverse. C'est la vie professionnelle sur la vie privée. Ah oui, je constate. Et c'est marrant parce que quand j'ai créé Lily, je l'ai créé parce que j'ai considéré que aider les gens à accéder à un réseau de qualité allait leur faciliter la vie et que j'avais des cas dans ma vie perso qui montraient que c'était efficace. Et avec cette idée d'expliquer aux employeurs que la vie perso envahissait la vie pro. Et en fait, on a fait une grosse étude en 2020. C'est intéressant. Et on a constaté exactement l'inverse. C'est que la vie perso, tant qu'elle roule, c'est la vie perso. Elle peut prendre C'est un une peu de pieuvre, place. la vie professionnelle, en fait. Ouais. Mais C'est exactement tentaculaire. ça. Et c'est Elle se exactement stille ça. partout. Et on Ouais. a plus de 80% des personnes qu'on a interrogées qui disent c'est ma vie pro qui envahit ma vie perso. Non, bien sûr. Et bien ça nous sûr. a fait un peu évoluer sur nos contenus pendant le premier confinement. Bien sûr. Et on a une énorme majorité de collaborateurs qui d'ailleurs gèrent leur vie pro ou leur vie perso, pardon, on va s'y retrouver. C'est intéressant de faire cette confusion. Dans le pro, c'est-à-dire il s'agit de, je sais pas, on parlait avec Mathieu de Doctolib de prendre rendez-vous sur une consultation en ligne, etc. C'est-à-dire que au boulot, on a tellement cette pression Qu'on oublie sa vie perso. qu'on oublie sa vie perso et qu'on s'autorise là. Et qu'on se dit à 19h, zut, j'ai pas appelé le Toubib. Mais parce C'est que ça. on vit dans, moi je trouve qu'on vit dans des entreprises françaises où la vie perso est censée rester à la porte. Il y a cette idée que, Faut même pas en parler quasiment. il y a cette idée, Ouais. pas trop se plaindre. Enfin, c'est un peu Instagram, hein, donc Ouais. on arrive au bureau, on va bien, on se plaint pas trop. Éventuellement, on parle à son voisin de bureau et encore parce que c'est moins vrai, je pense, qu'avant. Et donc en fait, on a vraiment cette illusion qu'on peut la laisser à la porte. Mais la chose que les entreprises ne prennent pas en compte, c'est à quel point le travail maintenant part avec les personnes. Eh oui. Exactement. Et avec tout le monde, soit parce qu'on a des outils qui nous emmènent à pouvoir travailler partout, Et qu'on reçoit des mails partout. soit avec la pression, la peur de perdre son job. Tout ça, c'est des phénomènes qui sont à l'échelle du monde finalement assez récentes, et Moderne, qui sont ouais. génératrices de stress, de tension en tant qu'individu, de tension dans la relation aux enfants aussi. Magali, on est tous les trois OK avec le diagnostic, on est tous conscients Oui. de celle-ci. Maintenant, quel est le remède? Qu'est-ce que vous proposez, vous, avec Lily Facilite la Vie pour solutionner ces problématiques? L'idée, c'est d'être le plus possible là avec la bonne information ou le bon service pris dans notre gamme de services au bon moment. Donc, c'est d'abord, quand je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est sur Lily, vous le trouvez que sur Lily. Donc, des contenus, une communauté et une gamme de services que vous trouverez que sur Lily. Et ce qui se passe sur Lily reste sur Lily et ne ressort jamais. Donc, c'est un La espace gamme de services que protégé. vous évoquez, c'est quoi exactement? Vous allez, par exemple, vous allez avoir un accompagnement sur l'orientation scolaire, qui est un service très demandé, parce que l'orientation scolaire est un sujet d'angoisse pour les parents. Il y a cette idée que si je loupe ça, j'ai loupé mon Aidez-moi, job de je sais parent. pas dans quelle section je le mets. Si ce n'est que les parents se sous-estiment, parce que ce qu'on constate, c'est plus aidez-moi, j'hésite entre deux choses. Ils ont fait le job, en fait. Et au moment de prendre la décision, il y a quelque chose de l'ordre d'un manque de confiance en soi. Et donc, finalement, ils ne nous disent pas aidez-moi à trouver. Ils disent voilà, j'ai Non, un plan, j'ai j'ai un plan trouvé, B. mais tranchez pour moi. Aidez-moi à trancher. Mais c'est On ça. ne tranche pas pour les gens. Chez Lily, Voilà, c'est ça que on je voulais aide les poser comme gens question. à être autonomes et indépendants. Ouais, ouais. Et donc, comment en vous fait, faites du coup? C'est parce que si vous ne jouez pas le rôle de ce conseiller d'orientation dans l'exemple que vous donnez. Sur cet exemple-là, on a une référente orientation, donc qui va écouter, qui va poser des questions, qui va voir quels sont les critères de choix en fait. Le budget, la capacité de financement, la distance, l'envie, le job que veut Elle faire donne le les jeune. paramètres, quoi. Et elle dit, ben voilà, donc finalement Ouais. vous avez vos paramètres, Je fais votre tableau, vous voyez bien. quasiment. À vous de voir, quoi. Absolument, absolument. Et ça, on y tient beaucoup, c'est laisser nos membres indépendants de leurs décisions. D'accord. Et quels sont vos interlocuteurs sont directement les salariés de vos entreprises clientes. Oui. Mais dans les entreprises, quels sont vos principaux interlocuteurs? Est-ce que vous discutez avec les services RH pour essayer d'instiller cette culture qui promeut justement la famille, la vie perso, la parentalité Alors d'abord, ce sont les entreprises qui payent l'accès à Lily pour leurs salariés. Donc c'est Très bien, dans très le clair. cadre d'une action qualité de vie au travail. Nous, on considère que notre job est à la fois d'ouvrir la plateforme, mais aussi d'aider les entreprises à mieux connaître leurs salariés. On parle beaucoup de la connaissance client, on parle assez peu de la connaissance salariée. Oui. Donc je vous ai dit tout ce qui est sur les et sur Lily. Par contre, nous avons des indicateurs clés qui nous permettent de dire à une entreprise, vous avez investi beaucoup d'argent dans l'aide aux aidants de personnes âgées, et en fait, c'est pas un sujet dans votre entreprise. Donc, Alors lesquels vous êtes indicateurs trompé. clés, Ça pardon. sera la dernière question. Pardon. Alors, on va d'abord regarder si les gens créent un compte. D'accord. Et là-dessus, Oui. ce qu'on constate, c'est que dans les 48 heures qui suivent l'ouverture de Lily, on a à peu près 40% des salariés qui ont ouvert leur compte et qui sont venus voir. Et après, ce qu'on constate, c'est une régularité de fréquentation de l'ordre d'une fois par mois. Et de voir où ils vont. Après, oui. ce qu'on constate, c'est des pics.
Tout à coup, on constate, en sortie de confinement, que les contenus les plus consultés sont ceux autour de la séparation et du divorce. Et oui, et oui. Et ça, vous Voilà. l'avez Du coup, ressenti. ça vous donne un Absolument. cadre d'action. Merci Magali Merci, Siméon. Magali. Merci Une de question votre un peu accueil. rituelle dans cette émission. Pourquoi Lily? Le nom, Oui. Magali, Lily, c'est votre surnom. c'est en tout cas une extension. Non, mais c'est toujours intéressant de savoir Mais comment oui, naît d'où ça une vient. entreprise et le nom d'une entreprise, elle raconte quelque chose. Voilà, donc c'est une petite tradition. Assez régulièrement, je pose la question aux dirigeants et aux fondateurs. Merci. Je ne vous appelle pas Lily, donc Magali Siméon, fondatrice de Lily, facilite la vie. Allez jeter un œil. Attendez que votre entreprise, évidemment, souscrive. Merci Mathieu Non, Amaré. recommandez à votre entreprise de souscrire. Mais voilà, Moi, c'est le mot. Magali va recommander votre entreprise. Je me fais tirer les oreilles en plus. Merci Mathieu Amaré. Merci Arnaud. Je vous retrouve demain, je crois, Oui. pour de nouvelles aventures à la découverte de nouveaux invités. Nous, on continue évidemment le chemin de Smart Job spécial élections américaines et on va s'intéresser aux élections américaines parce que c'est vrai que, il se passe plein de choses, pas de résultats définitifs bien entendu. On va faire le point sur les expatriés, les entreprises françaises, celles qui investissent aux États-Unis. Évidemment, elles sont un peu comme ça, l'arme au pied, attendant ce résultat qui n'arrive pas parce que la tension est à son comble au moment où je vous parle d'ailleurs ici en France. C'est tout de suite, c'est le Cercle RH et c'est dans quelques instants après cette courte pause. Voilà, retour dans notre émission Smart Job spéciale élection américaine. Vous l'aurez compris, Smart Job se met aux couleurs des États-Unis dans une élection extrêmement tendue, serrée. Tout ça avait été annoncé, d'ailleurs, tout le monde s'y attendait, avec des déclarations de part et d'autre. Évidemment, c'est la nuit aux États-Unis, avec des États clés, les swing states, Michigan, Pennsylvanie, compte tenu que Donald Trump, rappelons-le, et on va en parler évidemment à travers la focale de notre émission, à la Floride, à l'Ohio, et on dit souvent que quand les deux États sont gagnés par un camp, évidemment, ça donne un avantage en général décisif. Qu'en pensent les Français? Tiens, qu'en pensent les entreprises françaises? Qu'en pensent les expatriés, les investisseurs qui se disaient mais nous on aimerait bien que ça soit Biden, d'autres préféraient que ça soit Trump. Certains attendaient pour investir, d'autres attendaient même pour s'installer aux États-Unis. On va en parler avec mes invités. Ils sont trois, dont un est en visio parce que évidemment crise du Covid oblige. Alix Carnot, merci d'être avec nous. Vous êtes déjà venu sur notre plateau. C'est un plaisir de vous retrouver. Directrice associée Expat Communication, avec un sondage sur un panel de 200 expatriés que vous avez sondé sur, pour ceux qui veulent partir aux États-Unis. On y reviendra, c'est assez instructif parce qu'il y a évidemment la crise institutionnelle qui se prépare. On va entendre Donald Trump, mais il y a aussi la crise Covid qui évidemment retient les expatriés. Et puis avec moi, Stéphane Actis. Bonjour Stéphane, vous êtes directeur général du groupe GR International. Auparavant, vous étiez avocat. C'est ça? On travaille beaucoup avec des avocats. Mais vous avez vous avez repris l'entreprise familiale. Exactement. C'est ça, hein, et vous nous en parlerez parce qu'il y a évidemment tout un lien avec vos clients que vous accompagnez évidemment aux États-Unis et un peu d'inquiétude, j'imagine, aujourd'hui, puisqu'il faudra attendre probablement vendredi pour avoir, je dirais, de la fumée blanche qui sortira des États-Unis. Et puis avec nous, Johan Brugière, vous êtes cofondateur associé d'Orbis, qui est un cabinet d'expertise comptable qui est basé à New York, fondé en 2019 avec plusieurs associés. Alors Orbis, ça signifie boussole. Alors, je fais un peu l'intéressant, mais évidemment, c'est vous qui me l'avez indiqué. Et vous aidez évidemment dans ce cabinet un peu 2.0 à faire traverser l'Atlantique à vos clients, parce que évidemment, les règles comptables sont évidemment pas les mêmes entre les États-Unis et la France. Et d'ailleurs, pas que les règles comptables qui sont pas les mêmes. Sur plein de sujets, les règles sont différentes et les règles de droit aussi. D'abord, écoutez cet court extrait, parce qu'il y a d'abord eu une déclaration de Joe Biden, c'était le premier à avoir parlé, puis Donald Trump de la Maison-Blanche a fait une déclaration il y a quelques heures maintenant. Écoutez ce que dit Donald Trump, on sent que les choses sont très tendues. Écoutez. Nous sommes prêts à gagner cette élection. Pour être franc, nous avons déjà gagné cette élection. Ce que nous voulons maintenant, c'est nous assurer de l'intégrité de cette élection pour le bien de cette nation. C'est un moment très important. Notre pays fait face à une fraude majeure. Nous voulons que la loi s'applique de façon appropriée. Nous allons donc saisir la Cour suprême des États-Unis. Nous voulons que tous les votes soient arrêtés. Nous ne voulons pas que des bulletins de vote soient trouvés à 4 heures du matin et qu'ils ne soient pas pris en compte. C'est très triste.
Pour moi, c'est un moment très triste pour notre pays. Nous allons gagner, et de ce que je sais, nous avons déjà gagné. Alors, je ne vais pas demander à mes invités une analyse géopolitique, même si forcément ils s'y intéressent, parce que vous êtes, à travers vos focales, évidemment intéressés par ce qu'il se dit. Comment vous regardez cette déclaration et comment vos expatriés, puisqu'on va voir votre sondage, peuvent lire et décrypter ça? Parce qu'ils se disent, moi je vais partir aux États-Unis, dans un pays qui est cassé en deux, avec un président qui commence à parler de fraude implicitement en disant que globalement cette élection on nous la vole, nous les Trumpistes. Enfin, tout ça n'est pas très rassurant quand on va investir, s'installer, emmener sa famille. On nous dit que des armes ont été vendues en quantité incroyable depuis quelques mois, que les Américains sont en train de s'armer, qu'il y a eu des émeutes à Portland. C'est pas rassurant pour les Français, ça. Alors, on a eu un SWIFT entre le mois d'octobre et le mois de novembre. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, les Américains, les expats aux Américains qu'on consultait nous disaient « Oh là là, chez nous, c'est l'horreur ». Et encore, ça dépend beaucoup des États, on pourra en reparler. C'est vrai. Les États-Unis, c'est un immense pays, Ouais. et d'un État à l'autre, les réalités sont complètement différentes. En Californie, par exemple, ils nous disaient « Écoutez, entre la crise politique, les émeutes, les incendies, qui nous ont énormément perturbés, Exactement. et le Covid, ne venez pas, c'est l'horreur chez nous ». À ce point-là. À ce point-là, oui, oui. Ah oui, oui. En Californie, il y en a qui disent, alors c'est jamais ceux qu'on interroge, c'est toujours. Moi, je suis ma mission, mais je m'en vais, quoi. J'ai pris nos copains, nos voisins ont pris des billets d'avion pour rentrer en Europe. C'est ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend. Après, en France, on a eu les attentats et on a eu le reconfinement. Et alors là, tout à coup, ça a complètement changé l'ambiance. Et même dans notre sondage, Ouais, on a vu les résultats s'infléchir. Je vais rentrer dans un pays où lui aussi confiné. Ils disent, OK, bon, c'est vraiment difficile aux États-Unis en ce moment, mais ça l'est aussi en France. Et après, quand on fait le tour du monde en ce moment, le tour du monde des expats n'est pas très réjouissant. Il n'y a pas un pays sans inconvénients Ouais. majeurs. Donc après tout, je préfère rester là. C'est pas rose, mais c'est le cas de le dire. Mais c'est pas mieux ailleurs. Mais c'est pas mieux ailleurs. Stéphane Actis, comment vous regardez à la fois cette déclaration, je dirais, de guerre, parce que quelque part, il ouvre tout de suite les hostilités. Ça avait été évoqué que Donald Trump conteste immédiatement l'élection. Il a l'Ohio, il a la Floride. Potentiellement, on dit que ces deux États sont décisifs. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui avez des clients, vous qui travaillez avec les États-Unis? C'est l'effet que Trump met en avant depuis maintenant 4 ans. La politique du joueur de poker, la politique du bluff. Et là, on la voit dans toute sa splendeur. De lancer tout de suite des attaques fortes, directes, pour attaquer le plus large possible et faire un effet d'annonce un peu folle. Un blitz. De dire ça, Ouais. c'est fou. Et c'est un peu ce qui s'est passé depuis maintenant 4 ans avec... tant en économie qu'en annonce politique, qu'en annonce sur la sécurité nationale. C'est à chaque fois le même type de message. Donc c'est pas très rassurant et ça met effectivement beaucoup de personnes en attente qui se disent qu'est-ce qui va vraiment se passer? Est-ce qu'ils vont vraiment le faire? Regardez ce qui s'est passé avec tous ces droits de douane, etc., qu'on voulait mettre en avant. Sur des Ça a produits inquiété français. tout un tas de sociétés Ah oui. françaises internationales qui se sont dit qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va stocker massivement aux États-Unis pour Ah oui. essayer de vendre? Parce que si on ne peut plus importer, on ne va plus s'en sortir. Donc c'est des effets qui mettent quand même en avant beaucoup d'attentisme et qui mettent en danger des entreprises aussi parce qu'elles sont en attente de voir ce qui va vraiment se passer. Vos clients, ceux que vous accompagnez, qui sont des dirigeants, qui vont traverser l'Atlantique pour diriger un groupe, une entreprise, qui ont des postes à responsabilité, des postes d'intérim, mais de très haut niveau, est-ce qu'ils ont comme ça un petit pincement quand ils évoquent Trump? Parce que c'est vrai que l'enjeu et l'espace politique d'un pays, il compte quand on va dans un pays. Je veux dire, on ne va pas en Birmanie comme on va de la même manière à Hong Kong. C'est pas la même chose. Ça a un fort impact sur la décision de départ et sur la décision de changement. Ça impacte vraiment ou aujourd'hui on dit les États-Unis, ça reste comme ça le rêve américain. J'ai un poste aux États-Unis, je pars, quoi qu'on en dise. Alors pour une population plus jeune, il y a toujours cette idée quand même du rêve américain oui. de faire une première expérience ou une deuxième Utile. expérience aux États-Unis parce que c'est un pays où tout va vite, où tout bouge vite, où tout se crée. Il y a encore beaucoup de choses qui se font aux États-Unis et qui sont visibles. Et sur un CV, ça plaît et sur une expérience, ça plaît. Trump ou pas Trump? Trump ou pas Trump, Voilà, bien les entendu. gens sont dans leur rail, j'imagine. Complètement. Juste, Johan Brugière, cofondateur d'Orbis, avec nous en visio. On vous remercie d'être avec nous. Votre cabinet comptable est basé à New York. Concrètement, comment vous regardez cette situation, vous, à l'aune de votre expérience de chef d'entreprise basé à New York et au regard des déclarations de Donald Trump qui sont hallucinantes? Merci de me recevoir premièrement. Effectivement, au regard des déclarations de Donald Trump, je pense que
Malheureusement, c'est malheureux de le dire, mais effectivement, c'est des déclarations qu'on attendait, puisque c'est une stratégie qu'il avait déjà annoncée et que beaucoup d'analystes politiques avaient effectivement commenté et anticipé. Donc je pense que les Français qui sont effectivement installés aux États-Unis depuis un petit moment, qui connaissent bien le climat politique américain, n'ont pas vraiment été surpris par cette déclaration, même si ça peut surprendre dans un contexte global. Je pense qu'il y a beaucoup plus surpris, c'est plus la victoire, on va dire, la victoire morale en fait des Républicains, ce que je dirais dans un sens. C'est-à-dire qu'on s'attendait beaucoup à une victoire large des démocrates. Il y a une vague bleue Bien sûr. qui n'a pas vraiment eu lieu. Et je pense que c'est le manque de victoire morale en fait, des démocrates qui, pour moi, et pour les Français qui sont aux États-Unis installés depuis un petit moment, qui est le plus surprenant, puisque dans un sens, ça donne en fait, ça donne raison à la politique que Donald Trump a appliquée depuis 4 ans, et ça renforce sa politique potentiellement sur les 4 prochaines années. Juste pour vous qui avez une connaissance à travers vos clients, évidemment, c'est un peu la victoire. Si Trump gagne, c'est la victoire du protectionnisme. Enfin, globalement, c'est la victoire de la middle class américaine. On le voit sur la carte. Le centre des États-Unis, comme d'ailleurs l'élection précédente, a voté massivement. Son électorat a tenu. Et puis les bordures, les côtes, Est et Ouest, sont démocrates. C'est la middle class qui est quoi, inquiète du fait que l'industrie, le numérique, ce sont des gens inquiets. Donc il y a un repli. Trump, c'est le repli. C'est pas bon pour le business, ça. C'est pas bon pour le business, c'est pas bon pour les étrangers qui arrivent, les expats. Nous, on les appelle expats, mais c'est quand même des immigrants, des gens qui vont arriver. Mais on les regarde bizarrement, ouais. Oui, c'est ce que beaucoup disent. Et de façon très pratique, les visas se sont durcis. Et si vous mettez la conjonction... Durci, c'est-à-dire plus de temps plus difficile, à l'avoir, plus long d'obtenir un visa L1 ou L2. L1 ou L2, ça donne quoi ça, c'est quoi le... C'est le visa de travail. De travail, d'accord. Le truc, c'est qu'en plus, aujourd'hui, si jamais vous avez ce type de visa, vous ne pouvez pas rentrer en France. Il n'y a plus de mobilité vers l'Europe possible. Ça, c'est le Covid ? À cause du Covid. Oui. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, ce durcissement des visas, cette montée de la xénophobie, parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Il y a vraiment ça, il y a des regards un coin. Dans notre sondage, on a des gens qui ont dit, maintenant, on m'a dit, sale français, rentre chez toi, des choses qu'ils n'avaient jamais entendues. Alors, c'est au Texas. En Californie, vous n'entendrez jamais ça. Tout dépend des États, New York non plus. Majeurs. Ouais. Mais c'est des choses nouvelles. Stéphane Actis, c'est pas bon pour le business. Le protectionnisme de Trump. Le protectionnisme Trump est délicat, notamment pour les entreprises européennes. Même si l'Europe passe un petit peu après la Chine, parce que Trump en a plus contre la Chine contre l'Europe. Mais l'Europe, aujourd'hui, est dans une situation qui risque d'être plus dangereuse. On a tous les groupes internationaux de pharma, de cosmétiques, de luxe notamment, qui sont quand même avec des intérêts extrêmement importants aux États-Unis, qui vont se retrouver impactés fortement. On parle de l'automobile notamment, pour les marques, alors pas uniquement françaises, mais les marques européennes. Ça va être très compliqué. Après, est-ce que ça changera beaucoup si Biden arrive au pouvoir ? Biden va avoir une politique qui va être peut-être plus dans le dialogue, mais qui sera tout aussi protectionniste. Il ne faut pas se tromper, ils sont américains d'abord. Américains d'abord, business américain d'abord. Démocrate ou républicain. Oui, ça ne changera pas. Un gros changement. Après, il y a d'autres choses, effectivement, qu'on peut voir dans leur programme et qu'on a vu appliquées par Trump ces dernières années, qui là laissent un peu plus perplexe. Mais sur ce point de protectionnisme, il est assez clair sur les deux parties. Johan Brugière, qu'est-ce que vous en pensez de cette question ? Pas bon pour le business, vous accompagnez les entreprises, vous leur faites traverser l'Atlantique, vous les aidez, parce qu'il y a des règles comptables différentes, tout ça est très complexe. Comment ça se passe, cette situation-là, avec Trump ? Ce Trump protectionniste, cette middle class, parfois un peu xénophobe à l'égard de ceux qui arrivent de l'extérieur et qui disent finalement vous êtes un étranger, vous venez manger le pain des Américains. C'est ça qu'ils disent. Vous le ressentez, vous aussi ? Oui, dans une certaine mesure, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit sur le protectionnisme, c'est-à-dire que Biden également en fait, a certaines provisions fiscales, notamment dans son programme sur le protectionnisme. Il y a même des provisions fiscales made in America dans le programme de Biden. Donc il y a quand même un certain protectionnisme. Ce qui est beaucoup plus difficile, je pense, pour les entrepreneurs étrangers aux États-Unis, effectivement, comme le rappelait un des intervenants sur le plateau, c'est effectivement la difficulté de pouvoir avoir des visas pour les expatriés et notamment pour des sociétés à forte taille qui utilisent des visas L1. Ça, effectivement, ça peut être bien compliqué puisque on ne sait pas ce qui va devenir si effectivement Trump
est réélu, alors que si c'est Biden, potentiellement, on pense que tout cela va être remis sur la bonne voie. Mais il reste quand même un petit grain d'optimisme dans tout cela. Il reste quand même le visa en fait investisseur qui est quand même qui a été légèrement touché, même si les délais d'obtention sont un peu plus, on va dire, grands et un peu plus longs. Il reste quand même quelques possibilités pour des sociétés, des investisseurs notamment, d'intégrer en fait le marché américain, que ce soit Biden ou Trump. Mais effectivement, des sociétés de taille beaucoup plus forte qui se sont énormément basées sur des visas L1. Je pense que là, effectivement, c'est beaucoup plus difficile. Et il y a une vraie réflexion à avoir de leur côté. Il y a des vraies réflexions qui se font actuellement au niveau de ces sociétés. Alors, parenthèse, précisons quand même que depuis quelques jours, vous avez vu qu'Amazon était pointé du doigt par le gouvernement. Amazon, qui est un mastodonte des GAFA américains, Jeff Bezos, les GAFA, Facebook, Twitter, souvent interpellés, ils ne payent pas leurs impôts. Là, je me mets en contre-champ. Nous aussi, on peut avoir aussi une crispation, parce que ces GAFA, Donald Trump les a critiqués, mais finalement, bon, n'a pas fait grand-chose. Quand on y regarde de très près, il les a laissés faire, même si le bras de fer a eu lieu avec Twitter, qui avait censuré, on s'en souvient, quelques propos. Et aujourd'hui encore, d'ailleurs, Twitter a mis en garde sur le tweet de Trump en disant « Attention, alerte, c'est un mensonge ». C'est une fake news. Comment ça se passe, cette relation entre les entreprises américaines ici, vos expatriés qui partent? On ne regarde pas les entreprises américaines en chien de faïence, on est content de les accueillir, nous. Ça se passe bien? Moi, j'ai l'impression qu'un des effets Trump, c'est de cristalliser les oppositions. C'est ça. Des choses qui se jouaient, je veux dire, sous Obama, le protectionnisme était tout aussi réel. Simplement, les formes étaient conservées. Il y avait des affaires invraisemblables sur le plan juridique, d'utiliser le droit comme arme Mais c'était vendu, c'était emballé différemment. Mais c'était emballé, ça passait. Là, les fractures sont beaucoup plus simples. Je pense que c'est plutôt pour l'Europe une bonne nouvelle. Là, je suis vraiment loin de mon expertise d'expatrié, mais je pense que le fait d'abattre son jeu par les joueurs de poker, le fait d'avoir un jeu clair, ça permet de s'unir et de réagir de façin plus agile. Et d'orienter sa stratégie. Et que la réaction européenne vis-à-vis d'Amazon est assez lucide. Lucide. Même si il est difficile aujourd'hui d'empêcher les consommateurs, on sort un peu du sujet, d'aller acheter sur Amazon, enfin, vous en conviendrez, à moins d'interdire Amazon. Vous voyez, voilà. On est sur une prise de conscience, on verra ce qui se passe après. C'est ça, c'est une prise de conscience. Ça aura un impact important, parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit les commerces qui sont fermés, la période du Covid qui a chamboulé énormément de Et on va le voir dans votre sondage. Et dans notre business. La prise de conscience est tout à fait possible pour le retour à l'achat de proximité, le retour à des achats, je dirais, plus mesurés. Et moins sur les plateformes digitales, qu'elles soient d'ailleurs françaises ou internationales. C'est vrai, c'est vrai. Et là, enfin, là, les commerces sont fermés, il faut le préciser, on sort du sujet, mais là, il n'y a plus de commerce, donc il n'y a plus de proximité. Le seul possibilité, après, il y a aussi une impatience d'acheter tout de suite. Alors, en dehors de certains... le désir du consommateur. Voilà. Il peut évoluer aussi, et il va évoluer sûrement avec les conditions dans lesquelles nous sommes. Alors, votre sondage, parce que c'est intéressant, Alix Carnot, chez Expat Communication, vous avez fait un sondage, il y a un peu moins de 200 personnes qui ont été interrogées, mais c'est intéressant pour ces personnes très ciblées. Recommanderiez-vous à un Français de s'expatrier aux US en 2020 ? C'est intéressant parce que c'est moitié-moitié, presque. Alors, il y en a 50 qui disent oui, tu peux y aller, bon, vas-y. Mais il y en a quand même la moitié qui dit bah non, franchement, on ne va pas aux États-Unis. Alors, c'est un petit sondage, moins de 200. Oui, non, mais vraiment avec des pincettes. C'est un panel faible, c'est pour ça que je précisais que... C'est hyper intéressant parce qu'il y a plusieurs collecteurs et à chaque fois, on retombe exactement sur les mêmes données qui disent... en gros, il y a quand même 90% qui disent que ça vaut le coup d'aller aux US. Simplement, sur ces 90%, il y en a la moitié qui disent pas en ce moment. C'est ça, c'est le contexte. Et alors, on essaie de comprendre ce qu'il y avait derrière ce pas en ce moment. Est-ce que c'est politique ou est-ce que c'est autre chose? Oui, c'est les deux. Donc, on leur a demandé s'il y avait un changement de président, est-ce que vous changeriez de recommandation? La moitié dit oui. Donc c'est une incidence. Il y a pour 50% un aspect politique. Et puis pour 50%, c'est avant tout le Covid. Et là, c'est ce qu'on disait en introduction, c'est le Covid des US, mais c'est le Covid partout. Alors vous le vivrez moins en Chine, mais il y a aussi d'autres inconvénients en Chine en ce moment. D'où la rupture entre octobre et novembre. On part tous en octobre, puis en novembre on est confinés en France. On préfère rester sous le soleil de la Californie que d'arriver en hiver ici en France. Donc, pour le dire un peu abruptement. Ça c'est le truc qui a vraiment monté tout au long de l'automne. C'est les expats qui sont passés de... C'est l'horreur de ne pas rentrer pendant l'été. C'est ce qu'on disait cet été quand c'était vu. Hein. C'était dur. C'est l'horreur de ne pas rentrer à Noël.
parce que là, l'expatriation change de nature. Hein, c'est retrouver ses racines, retrouver sa famille. L'expatriation est plus je vis à cheval entre deux pays. C'est devenu je choisis un pays et je Non, l'assume. je suis enfermé dans le pays. Jusqu'à ces élections. Ouais, c'est ça, je suis enfermé. Jusqu'à ces électoraux que les Français partagent certainement moins que Mais néanmoins, il y a la vraie question derrière ce qui est vraiment conjoncturel du Covid, c'est est-ce que les Français installés aux US croient encore à l'American Dream? Alors quand il dit à 90% ils venez, peut-être pas tout de suite, mais venez, on peut se dire qu'ils y croient. Quand on regarde les commentaires, c'est hyper intéressant, parce qu'on voit des choses apparaître qu'on n'aurait pas entendues il y a 4 ou 5 ans. Alors il y a toujours c'est génial, les US m'ont donné le la rêve chance, américain, ouais, c'est ça. que j'aurais pas eu ailleurs. Mais il y a des valeurs qui montent avec lesquelles vraiment je me reconnais plus. C'est ça, les valeurs qui ont été développées par Trump, du populisme. Voilà. Et ce clivage qu'on va sentir chez les Français aux US, c'est exactement le même que ceux qui traversent la société américaine. Entre ceux qui disent, on a des Français qui nous ont écrit, eh ben ils ont de la chance les Américains, eux ils ont un leader, un vrai, qui oblige pas à mettre le masque et qui laisse la liberté et on peut devenir quelqu'un. Comme le dirait quelqu'un au Texas, un Américain au Texas. Et puis on a des Français qui disent mais moi je ne peux plus vivre dans ce pays, plus ce type. Homophobe, raciste, xénophobe, je ne supporte plus. Donc, les US sont en train de donc il y a quand même une comme les cristallisation sur les valeurs, effectivement, et il a cassé le pays en deux, mais il a aussi cassé les expatriés en deux. Ils sont à l'image des gens qui habitent dans ce pays-là. Côté business, c'est Stéphane Actis, et je vais poser la question évidemment à Johan Brugière, mais on a quand même souvent dit, au-delà de Trump, qu'il y avait une déconnexion entre la vie politique américaine, qui est complexe, parce que ce sont des États qui, pour certains, mènent des politiques très indépendantes, et le business. C'est-à-dire qu'entre la politique et le business, il y a la politique, on l'a fait jusqu'à la dernière minute, on fait des meetings, il y a des banderoles, et puis il y a le business. Et le business dit, écoutez, laissez-les passer, et puis nous, on va continuer à faire notre business. C'est vrai ou c'est pas vrai, ça ? Oui, je pense que le business prend une part extrêmement importante sur le marché américain. Et comme vous le disiez, la politique est une chose, mais c'est le temps fort des élections. Après, pendant 4 ans, on est un peu tranquille. Après, c'est qu'est-ce qui prend le dessus ? Il y a le mid-term, quoi. Voilà. Ouais. Ça, c'est assez typique aux États-Unis. Ça l'est quand même beaucoup moins en Europe, en France en l'occurrence. Ouais, la politique est là tout le temps. Il y a une politique qui est beaucoup plus présente. Mais on le voit d'ailleurs dans toutes les annonces qui sont faites en France, et on le voit sur le marché de l'emploi notamment, où c'est un marché qui est quand même très réglementé, très régulé, très aidé. On le voit en ce moment avec le Covid. On a beaucoup de chance en France par rapport à d'autres pays, et notamment par rapport aux États-Unis, d'avoir les aides qui vont permettre aux entreprises de redémarrer. Et ça, c'est des annonces politiques quasiment quotidiennes. Aux États-Unis, on n'entend pas parler. On entend parler quand il y a 4,8 millions de nouveaux emplois créés au mois de juin, quand le chômage a baissé, et hola, ça a bien marché, tout va bien. Mais ça s'arrête là, il n'y a pas de... Le modèle américain reste ce modèle américain, c'est-à-dire on se développe ou on meurt. Et il faut se relever quand on meurt. On n'est pas aidé, repris, récupéré par les bretelles, par un système social comme celui de la France. On est bien d'accord. Ce qui a un impact très fort sur l'emploi d'ailleurs, et sur la recherche d'emploi. Et sur la mobilité. On perd plus d'emplois d'un coup, mais ça redémarre très très vite. En Europe, si on perd les emplois, le redémarrage est beaucoup plus poussif. Par notre modèle. Par notre modèle régulé quelque part. Johan Brugière, j'imagine que vous avez eu le temps de méditer, puisqu'il y a eu 2 réponses avant ma question, mais il y a le business, il y a les investisseurs, il y a aussi les marchés évidemment, et puis à côté il y a la politique. C'est un peu de l'entertainment, c'est-à-dire pendant quelques semaines, quelques mois, il y a un spectacle politique, une agitation politique, puis en même temps le business continue. Sur le bilan Trump, sur le plan de l'emploi, globalement, les Américains trouvent qu'il s'est pas mal débrouillé. Il a fait d'autres erreurs, probablement. Mais sur l'emploi, les Américains disent il s'est pas mal débrouillé sur le plan de l'emploi. Oui, effectivement. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que le marché américain reste un marché de plus de 300 millions de consommateurs. Donc c'est un marché qui est intéressant pour toute société qui souhaite s'implémenter aux États-Unis de par ce cadre-là. Je pense que alors pour l'emploi, effectivement, même si les chiffres d'emploi post-courant de Covid ne sont pas très bons, effectivement, avec toutes les provisions fiscales et la diminution des charges sociales des sociétés, des charges fiscales des sociétés, l'emploi a bien été dynamisé durant la présidence de Trump. Mais je pense qu'effectivement, la politique intervient dans le business, pour moi, en fait, suite aux provisions fiscales qui sont mises en fonction des présidents.
Et c'est ça qui est actuellement qui est regardé de manière très significative par les sociétés. Beaucoup plus que la politique, c'est vraiment les provisions fiscales pour voir si justement ces sociétés vont devoir se restructurer ou non si Biden passait, ce qu'ils ont dû faire justement quand Trump est passé l'année dernière, et ça a été toute une surprise pour tout le monde. Il y a eu des provisions fiscales dans les programmes qui n'étaient pas prévues et ça avait changé tout le paysage. Pour moi, le lien entre la politique et le business, c'est vraiment en fait les politiques fiscales des candidats. Et des différences entre ces deux politiques. C'est très intéressant d'entendre un expert comptable de haut niveau nous expliquer la campagne américaine. Ce sont les provisions fiscales et les stratégies fiscales des deux candidats qui permettent aux entreprises d'ajuster leur stratégie d'emploi, d'investissement. Le débat est malheureusement terminé parce que j'aurais bien prolongé avec vous cette discussion. On pense aux expats qui partent, qui sont en train de partir. Ça part encore ou pas là? Non, ça part très peu. Parce que, oui, parce qu'il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. Pour l'instant, jusqu'au mois de mars, normalement, il y a janvier officiellement. Puis après, donc vous vous battez pour réussir de temps en temps à faire passer quelqu'un? Il y en a qui passent de temps en temps, mais globalement, les départs sont repoussés, oui. Stéphane Actis, merci d'être venu sur notre plateau, directeur général du groupe GR International, du recrutement de haut niveau dans l'intérim avec des profils internationaux. C'est une société qui a été créée par votre père en 1980, si je ne m'abuse. 80. Merci d'être venu sur le plateau, c'était un vrai plaisir. Merci Alix et merci à Johan Brugière. C'est intéressant parce que voilà, vous avez éclairé sur la fiscalité et les stratégies fiscales qui influent la politique et le choix. Cofondateur et associé d'Orbis, cabinet d'expertise comptable basé à New York. C'est presque la fin, on va s'intéresser à Fenêtre sur l'emploi et devinez quoi, on va parler des recrutements. Oui, c'est classique dans une émission, mais des recrutements à travers les visios. Oui, parce qu'aujourd'hui, Covid oblige, on continue à recruter, mais plus de la même manière. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi. On va quitter les États-Unis encore parce qu'il est, j'imagine, dans quelques instants possible qu'on ait des recrutements au-delà de l'Atlantique. Bernard Pex, merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG d'Alphonse.io. Oui. Alors vous avez fait une carrière dans l'informatique, puis vous avez créé votre société, je crois, en 1996. C'est ça. Si mon chiffre est bon, 22 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 100 clients partenaires, 250 collaborateurs. Et vous développez de plus en plus, évidemment, du recrutement par le biais de la visio? Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a démarré un petit peu par hasard. Vous l'aviez inventé avant le Covid? On l'a inventé. On l'a pas inventé avant le Covid, mais c'est comment un élément conjoncturel rejoint une technologie? En réalité, c'est arrivé un petit peu par hasard. C'est arrivé au moment de la Coupe du Monde de football. On s'est rendu 98 compte... Oui, non, pas 98. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait un certain nombre de candidats qui ne venaient pas forcément au rendez-vous. Et on s'est dit qu'il devait y avoir un rapport avec la Coupe du Monde de football. Et à partir de ce moment-là... Ils regardaient le match. Ils regardaient le match. Et à partir de ce moment-là, on a commencé à faire effectivement des entretiens en visio. Et c'est quelque chose qui, effectivement, s'est développé ces derniers mois. Je ne veux pas rapetisser votre innovation, parce que c'est évidemment classique de faire un entretien de pré-recrutement ou de recrutement, mais vous apportez évidemment un service avec ce visio. Ce n'est pas une visio classique. Il y a quand même des fiches, vous avez un support et un appui. Il y a tout un processus, effectivement, entre le moment où on sélectionne le candidat sur les réseaux sociaux jusqu'au moment effectivement où on a les entretiens en visio, plus des tests techniques qui sont faits sous forme de coding game, éventuellement une présentation des locaux via tablette. On peut imaginer, c'est ce qui se passe. On a nos chargés de recrutement qui sont amenés à se déplacer dans les locaux pour permettre aux candidats de s'imprégner de l'ambiance. On lui montre les bureaux. D'accord. Et ça va jusqu'à la proposition d'emploi dématérialisée et le contrat. Je leur dis, Bernard Peck, c'est quand même intéressant qu'une technologie rencontre une situation sanitaire conjoncturelle. Là, ça fonctionne. Même des DRH doivent vous dire, écoutez, moi j'ai très très peur du Covid, ce qui est peut-être le cas de beaucoup de DRH, et vous disent, moi je préfère vraiment la visio, c'est plus simple, je me protège, chacun se protège. Tout le monde se protège. En plus, c'est un système qui est extrêmement souple. Ça nous permet d'être rapide, d'être réactif, de permettre aux candidats de faire des entretiens moins stressants, puisqu'il est dans son environnement personnel, chez lui. C'est moins stressant, selon vous, je pense que d'être en face à face?
Je pense que déjà, le fait de se déplacer pour aller dans une Changeant de entreprise, lieu. on change de lieu, on n'est pas dans son environnement. Là, ça crée des circonstances plus favorables. Ça vous tente? Oui, on utilise aussi ce genre de méthode parce que déjà, le Covid nous impose quand même de passer beaucoup plus aux technologies digitales et vidéo, ce qui est normal. Mais c'est aussi une façon de parfois gagner du temps, d'aller plus vite. Ça se confirme souvent par quand même une partie plutôt physique. C'est-à-dire que le digital ne remplace pas tout, en tout cas dans notre façon de travailler au sein du groupe, parce que nos clients nous demandent d'aller un peu plus loin sur les personnes que l'on va rencontrer. Mais le digital a pris une part importante, et vous en êtes le bon exemple, dans les étapes de recrutement et de recherche de candidats. Avant de nous quitter, pourquoi Alphonse d'ailleurs? Je demande souvent les noms, parce que vous avez changé de nom d'ailleurs en cours de route, votre société ne s'appelait pas comme ça, et puis vous avez changé de nom. Pourquoi Alphonse? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, la première société, la société originelle s'appelait Abilène. Abilène, c'est ça. Et j'ai un côté un petit peu superstitieux, donc le A m'a porté chance, donc je voulais déjà un nom qui commence par A, et après l'humain est au cœur de l'entreprise, donc l'idée, qu'est-ce qui caractérise entre autres un être humain, c'est son prénom, et donc on a choisi Alphonse. Alphonse, donc c'est votre bébé, qui est comme un bébé d'ailleurs, parce que vous êtes né en 96. C'est un grand bébé. C'est un jeune adulte. Et puis si on regarde sur le guide des prénoms, Alphonse a plein de caractéristiques intéressantes. Voilà, ça nous a semblé intéressant, disruptif, puisque c'est aussi très disruptif, en effet. De nos caractéristiques. Bon, disruptif, moderne, et vous rencontrez évidemment un vif succès dans ce contexte de Covid, où on a besoin de continuer à recruter avec évidemment toutes les règles et en offrant un service de qualité. Merci Bernard Pex, merci, vous êtes le PDG d'Alphonse. Merci à vous Stéphane d'être resté jusqu'à la fin de notre émission. Merci à vous qui nous regardez, merci à Fanny Griesmer pour tous ces invités et ces jolis plateaux. Merci aux équipes techniques, aux réalisateurs pour cette émission spéciale. Et puis je vous retrouve demain, bien entendu. On va revenir dans le RH et l'emploi traditionnel. On suivra de près, bien entendu, cette élection américaine parce que fumée blanche, ça sera vendredi. Donc il faudra attendre encore quelques jours. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien. À demain.